Voilà le paradoxe. Entre eux qui disent que c'est leur terre et qui maintenant que ils voient que les chimères que leur a promis Netanyahou ne marchent plus et qu'ils sont plus à l'abri, c'est les premiers à prendre l'avion pour s'en aller. Par contre, les Gazaouis qui n'ont plus de route, qui n'ont plus d'hôpital, qui n'ont plus rien, qui sont affamés, quand on leur laisse le choix, la première chose qu'ils font, c'est de repartir là où il n'y a rien. Les raisons pour lesquelles, moi, je pense que Donald Trump est passé d'une position où il essaie de se retenir par rapport au soutien direct à Israël, et maintenant où il est passé directement même devant Israël, c'est probablement parce que Israël a bu le bouillon. Israël se pensait plus fort que l'Iran avec son aviation, mais Israël a bu le bouillon. Israël ne pourra abattre les missiles iraniens que pendant 10 à 12 jours avant d'être contraint de commencer à rationner les munitions. Le missile hypersonique iranien le plus avancé, le Fatah 1, coûterait $200 000 et pour 12 000 missiles intercepteurs pour le bloquer, Israël va dépenser 144 millions de dollars. C'est le même problème qui est en train de s'opposer en Ukraine et qui maintenant s'oppose en Israël. Puisqu'on vous dit, le missile balistique iranien pour être fabriqué, c'est 200 000. Tandis que eux, non seulement ils ont besoin de terres rares, mais en plus de ça, ça coûte beaucoup plus cher de construire leurs armes. Et, gros problème, c'est que, quoi qu'il arrive, on sait que et les États-Unis, et l'Ukraine, et Israël seront à court de ces munitions parce que ceux qui détiennent en majorité les terres rares nécessaires à la fabrication de ces missiles sont les Chinois. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes le 22 juin 2025, nous sommes le soir où presque, je ne sais pas, plus de 20 heures ou 18 heures après les bombardements de l'Iran par l'aviation américaine, en tout cas par l'armée de l'air américaine. Et donc, j'ai pris le temps de lire pas mal de choses, de m'informer de pas mal de choses pour pouvoir me faire ma propre vision à moi et de pouvoir donner mon opinion à moi à l'instant T. Ça veut dire que ce que je dis, c'est ma réflexion par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière jusqu'au dimanche 22 juin, 20h ou 21h, je ne sais pas quelle heure est pour vous. Moi, pour moi, c'est 20h encore. Pour certains, c'est 21h ou peut-être plus. Et donc ça, c'est mon opinion à ce moment-ci. Nous allons balayer de ce qui est arrivé, de qu'est-ce que ça cache peut-être, de quelles en sera les conséquences et de qu'est-ce qui pourrait être la suite. Et que c'est que projectent les médias occidentaux et c'est que et la réalité est peut-être deux choses différentes ici. Voilà essentiellement ce qui sera le sujet du live et ce que je vais traiter aujourd'hui. C'est très bien vu. Je ne pense pas que l'attaque d'Israël était contre les BRICS. Mais je pense que l'attaque d'Israël était faite exprès pour que les Occidentaux y voient une occasion d'attaquer les BRICS. Et aussi, on l'a dit, soudainement, ça s'est peut-être transformé en demande de changement de régime, parce que si le régime tombait, il y avait aussi l'opportunité de mettre la main sur la technologie hypersonique, puisque les Occidentaux en face ne l'ont pas. Et nous avons vu, et je pense que là, pour une fois, en réplique au bombardement qu'ils ont subi, ils ont dû utiliser ces missiles-là parce que vous avez vu comment ça a dévasté Israël. Donc, il y a aussi un peu de ça aussi qu'il faut voir encore dans les raisons pour lesquelles les États-Unis ont trouvé nécessaire d'attaquer, ou peut-être pas les États-Unis, mais en tout cas Donald Trump. Peut-être que Donald Trump, il est intervenu spécifiquement à ce moment-là pour les raisons qu'il ne dit pas et pour des raisons qu'on peut comprendre. D'accord? Et donc, premièrement, je vais commencer par retrouver le discours de Donald Trump. Ensuite, je vous montrerai les prérequis que moi j'avais
auquel je pensais déjà par rapport au live de lundi, parce que j'avais vu ça hier et avant-hier, et j'avais ça en tête, et en me réveillant ce matin, je découvre que Trump a bombardé, ou l'aviation américaine a bombardé les États-Unis. Alors, si on commence, tout le monde dit que cette décision n'a pas pu être prise en 24 heures. Cette décision a dû être prise avant. Et l'événement majeur qu'on a vu avant, c'est Trump quand il a quitté le G7. Quand il a quitté le G7, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui publiée sur Earth Comment, Le président Emmanuel Macron de France, pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington. Mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça. Volontairement ou pas, Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. On a plusieurs choses qui se regroupent ou qui se rassemblent ou alors qui trouvent leur concomitance en même temps. Nous savons que Netanyahou, la plupart du temps, pour consolider son pouvoir, il a besoin de provoquer une nouvelle crise. Quelques jours avant de déclencher les bombardements sur l'Iran, sur des motifs fallacieux, parce qu'on sait qu'ils ont surinterprété les conclusions de l'agence de l'énergie atomique, et c'est pour cela que souvent je dis même que c'est tout ce qui est organisation internationale qui a été mis en place, en fait ça ne sert que les intérêts des Occidentaux. Quand ils le veulent bien, ils prennent en compte ce qu'ils ont dit, et quand ils le veulent pas, ils s'en foutent de ce qu'ils ont dit. Et donc, ils ont dit que l'EIEA disait que soi-disant l'Iran était sur le point d'avoir la bombe atomique. Non, et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne savaient pas où ils en étaient, puisqu'ils ne pouvaient plus vérifier, puisque l'Iran était sorti des accords. Et je crois que l'Iran demandait aussi que pour recommencer à négocier, il fallait un cessez-le-feu. Non, ça c'est après que Israël les ait bombardés. Ou alors un cessez-le-feu pour Gaza. En tout cas, toujours est-il que Netanyahou, il était en difficulté. Il est passé à une voix de perdre le Parlement. Son gouvernement est passé à une voix de tomber sous une vote de censure. Et donc, pour éviter que cela n'arrive, il a provoqué les frappes sur l'Iran pour à nouveau consolider la société derrière lui, pour que lui, comme dit le rabbin là, comment il s'appelle, le rabbin que je vous montre ici là. Détendez-vous. Il reste encore le Qatar, on va le terminer, vous inquiétez pas aussi. L'Iran, à l'heure actuelle, je vous parle, n'existe plus. L'Iran n'existe plus. Ils avaient mis le Hezbollah, le Hamas, tout le machin, etc., tous ces blédards-là, va se lever un homme, Netanyahou, porté par Hachem, pour Allah, qui est un chef d'État, Macron, ce Hamor. Il n'a pas voulu que... Voilà. Et donc, Netanyahou, il s'appuie sur les rabbins, puisque comme il y a des rabbins dans ce pays-là qui sont dingues et qui croient à la prophétie messianique, et donc comme Netanyahou, il est celui qui permet à leur croyance ou à leur divagation, aux trucs qu'ils ont sur la tête de se matérialiser, et à chaque fois, eux, ils soutiennent Netanyahou. Et donc Netanyahou a lancé, pour moi, dans mon interprétation, Netanyahou a lancé son attaque contre l'Iran pour, reconsolider son soutien au sein de la société israélienne, puisqu'il était sur le point de tomber, et on sait que lui, s'il tombe, il tombe pas dans le civil, il va probablement finir en prison. Et donc, il a reconsolidé la société civile, et comme on a toujours fait grandir les Israéliens avec l'idée que l'Iran, c'était le grand méchant qui voulait leur raser de la carte, et ben, la société israélienne, ils étaient contents que Netanyahou attaque. L'Iran attaque le nucléaire iranien, patati patata. Ok. Sauf que ça, comme a dit la personne qui avait dit avant,
ça a obligé les Américains à se positionner et ça a obligé aussi les Européens à se positionner. Nous avons vu que, en plus du fait que Netanyahou il a reconsolidé sa base ou son soutien dans la société israélienne, il a évité des futures négociations que Trump voulait faire avec les Iraniens, puisque les Iraniens ils ont dit qu'ils ne revenaient plus à la table de négociation. 2, il a évité la reconnaissance de l'État palestinien qui était prévue par Macron. Il a fait 3 choses, je crois, d'un coup. Alors, ce qui est le plus difficile à décrypter, c'est les raisons pour lesquelles Trump, qui est passé de je maintiens les négociations possibles où on avait déjà un calendrier de négociation avec les Iraniens, à aujourd'hui je bombarde les Iraniens pour les appeler à revenir à la table de négociation. C'est ça le plus mystérieux. Mais pour le reste, on comprend bien. Nous savons que l'Occident, l'Europe, c'est de toute manière, c'est devenu des suiveurs. Ce que l'Amérique dit pour l'Iran, pour l'Ukraine, c'est ce qu'ils vont suivre. Ce que Israël fait au Moyen-Orient, c'est ce qu'ils vont suivre. Parce qu'ils ne sont à l'initiative nulle part. Ils ne peuvent que s'accrocher derrière des gens qui peuvent encore leur permettre de garder un peu d'influence. Donc l'Europe, eux, ils ont oublié qu'ils critiquaient Netanyahou. Et la plupart se sont alignés. Oui, Netanyahou fait notre sale boulot. Merci. Macron, Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque. Je ne sais pas, ils se sont tous alignés. Mais là où ça a mal tourné, c'est que eux, Israël, quand ils ont frappé, on nous a dit qu'ils ont frappé le nucléaire iranien. Mais aussi, ils ont frappé les stocks de missiles iraniens. Et que l'Iran était affaibli, l'Iran, on ne savait pas combien de temps ça allait tenir. Moi, quand j'avais fait un live le lendemain, je vous ai dit, l'Iran montre des signes de faiblesse parce que l'Iran avait dit que ils sont prêts à arrêter de bombarder Israël si Israël arrête de bombarder chez eux. Et moi, j'avais dit ça, c'est comme un signe de faiblesse parce que tous les gens qui ont négocié avec l'Occident dans ce sens-là ont toujours fini engloutis par l'Occident. Et c'est pour cela Poutine, il est jamais parti dans le sens où il va privilégier d'abord les intérêts ou les demandes des Occidentaux sur les intérêts de la Russie. C'est pour cela j'avais dit l'Iran, on semble donner des signes de faiblesse. Et je vous avais dit surtout vers la fin de mon live, tout dépendra de la capacité de l'Iran à résister ou pas. Si Israël s'est trompé sur son évaluation du préjudice qu'ils ont fait subir à l'armée iranienne et surtout au stock de missiles iraniens, eh ben, ces choses-là vont vite devenir difficiles. Et dans mon dernier live, je vous ai dit que les choses vont plutôt se compliquer parce que on a vu que les Chinois et les Russes, à bas bruit, commençaient maintenant clairement à se positionner pour l'Iran, puisque l'Iran était dans une agression, et surtout on voyait déjà des signes avant-coureurs que les États-Unis se préparaient à intervenir. Pourquoi? Puisque les États-Unis avaient vidé tout les personnels américains et le matériel américain des différentes bases qu'ils avaient au Moyen-Orient. Ils les ont regroupés dans certaines bases et tout le reste est vide. Ce qui fait que si jamais l'Iran veut s'attaquer à eux ou veut s'attaquer à un endroit, soit ils vont attaquer des sites vides et donc faire que du dégât matériel, soit ils vont devoir s'attaquer à là où les Américains vont se positionner, et à cet endroit-là, les Américains vont se positionner pour aussi se défendre. Details, and let's talk about the Middle East.
As we discussed during the previous video, the United States of America finished their process of evacuation of their assets from the Persian Gulf. We're talking about the states of Qatar and Bahrain. The United States of America evacuated their aircrafts from this area, from the biggest airfield in the state of Qatar, and the United States of America evacuated their navy. They left the Persian Gulf towards more reliable positions. As we just Ok, bon, première information importante, ça aussi ça a été révélé, j'ai vu que Xavier Titelman, il a publié une vidéo où on montre ça, on montre que les manœuvres américains donneraient plus ou moins, ou suggéraient l'idée plus ou moins que ils se préparent plus ou moins à porter main forte à Israël face à l'Iran. Parce que normalement, toutes ces bases-là, c'était ce qui rendait les Américains fragiles parce qu'ils n'auraient pas pu concentrer leurs moyens de défense sur toutes leurs bases. Et donc, ils vident certaines bases et concentrent les bases là où ils pourront mieux les défendre. Et on avait vu que les Chinois commençaient à ramener du matériel pour permettre à l'Iran de reconstituer sa protection aérienne, comme ils en ont donné aux Pakistanais qui ont fait tomber les Mirages, et aussi les Russes commençaient à donner, mais où les informations que Military Summary disposait. Et moi je pensais que ça c'était dissuasif. Mais par contre, à la lumière de ces événements, nous voyons bien que la décision de Trump date probablement de quand il a quitté le G7. Parce que quand il quitte le G7, il dit « je ne veux pas pour soi-disant travailler pour une paix entre Israël et l'Iran, je suis sur quelque chose de beaucoup plus grand. » Le président Emmanuel Macron de France, pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington. Mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça. Volontairement ou pas, Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. Et maintenant, on voit, c'était quoi la chose de beaucoup plus grand? Probablement qu'ils ont préparé le briefing pour comment ils vont attaquer, et aujourd'hui ça s'est matérialisé, en tout cas hier soir, et c'est ce que nous vivons. Maintenant, les raisons pour lesquelles moi je pense que Donald Trump est passé d'une position où il essaie de se retenir par rapport à Israël, et maintenant, enfin par rapport au soutien direct à Israël, et maintenant où il est passé directement même devant Israël, c'est probablement parce que Israël a bu le bouillon. Israël se pensait plus fort que l'Iran avec son aviation, mais Israël a bu le bouillon. Preuve en est, je vais vous mettre 2 vidéos que nous allons voir qui attestent ou vont dans ce sens. Et moi, j'ai confiance en ces gens-là, puisque la plupart du temps, ces gens-là ne se livrent pas à des informations farfelues ou à livrer des analyses farfelues. Alors, les 2 analyses que je vous propose, c'est premièrement, oh, il faut pas que je le perde, il est passé où le monsieur? Voilà. Le premier, il date d'il y a 2 jours, et Michel Collin, il date d'il y a 10 heures. D'accord? 10 heures, c'était peut-être avant, il a dû l'enregistrer avant, il l'a publié maintenant. Donc, on va regarder Michel Collin et après on va regarder l'autre monsieur. L'Iran en position de faiblesse, titrait hier le quotidien belge Le Soir, comme beaucoup d'autres, recopiant le Washington Post et de soi-disant experts indépendants, les missiles iraniens seraient, je cite, imprécis, inefficaces, trop peu nombreux. Israël va gagner, c'est sûr. Ceci cache quoi? En fait, c'est un classique de la propagande de guerre, souvenez-vous, la Russie allait être vaincue en quelques jours, non quelques semaines, non quelques mois, ah tiens, non, elle continue à progresser, le Hamas aussi allait être vaincu rapidement, le Hezbollah au Liban, un classique.
Sauf que là, c'est Israël qui risque de manquer de missiles. Son dôme de fer, prévu pour protéger des petites roquettes venues de Gaza, a déjà été percé à de nombreuses reprises. De nombreux bâtiments stratégiques à Tel Aviv et Haïr ont été frappés. On nous cache la plupart de ces images. Et même le Washington Post le reconnaît. Je cite, Israël ne pourra abattre les missiles iraniens que pendant 10 à 12 jours avant d'être contraint de commencer à rationner les munitions. Explication du colonel retraité US McGregor, les Iraniens envoient d'abord leurs missiles de vieille technologie pour obliger Israël à gaspiller ses missiles intercepteurs très coûteux. Ensuite, Téhéran va utiliser ses missiles plus modernes et dévastateurs. Coûteux en effet. Le missile hypersonique iranien le plus avancé, le Fatah 1, coûterait $200 000 et pour 12 000 missiles intercepteurs pour le bloquer, Israël va dépenser 144 millions de dollars. Bref, une guerre d'usure côté Iran. Et si Israël tombe à court de missiles, va-t-il recourir à une provocation pour justifier que les États-Unis interviennent de toutes leurs forces face à la propagande de guerre? Restons vigilants. Voilà. Donc, on a un ratio. Pour un tir à $200 000 iraniens, on a droit à des millions côté israélien. Et j'aimerais bien ne pas me tromper de code, ce que je vais vous citer. J'aimerais avoir le chiffre exact. Une guerre d'usure côté Iran, le Fatah 1 coûterait $200 000 et pour 12 000 missiles intercepteurs pour le bloquer, Israël va dépenser 144 millions de dollars. C'est énorme. 200 000 contre 144 millions. Parce que si on tire un Fatah 1, il faut 12 missiles intercepteurs pour avoir une chance de l'intercepter. Donc, on voit bien que même avec la meilleure volonté du monde, tu peux pas tenir longtemps. Et surtout quand tu as un pays comme Israël qui vit essentiellement de l'argent qui vient des autres pays et de l'armement qui vient des autres pays. Donc, forcément, ça pose problème. Et là où ça pose un plus grand problème, comme je vous ai dit, on allait regarder 2 vidéos, c'est ce qui est révélé ici, par ce monsieur. Alors, cette chaîne est une chaîne très importante, j'aime bien, puisque ce monsieur, il ne livre que des données factuelles. Lui, il se prend pas la tête à donner des opinions, lui, il livre que des données factuelles. Military planners in Israel and in Washington are deeply concerned that missiles are being used up far faster than they can be replaced. The Washington Post reported a few days ago that Israel's arsenal of missile interceptors is running out. They wonder. Voilà. On était déjà en train de signaler que les stocks de missiles d'interception qu'Israël utilisait se finissaient à une vitesse qu'ils n'avaient pas prévue. Ça se finissait plus vite que prévu. How long each side, Iran and Israel, can maintain operations, and the answer might depend on who runs out of missiles first. Et donc on se posait la question, combien de temps l'Iran et Israël pourraient continuer leurs échanges de tirs? Et la réponse était, qui aura fini ses stocks le premier? The Post quoted an official briefed on U.S. and Israeli intelligence. Some assessments suggest that Israel can maintain air defenses for fewer than 2 weeks. Et donc, ce monsieur, il y a 2 jours, a dit que, selon les informations du Washington Post, que Michel Collomb aussi nous a cité, Israël ne pouvait intercepter des missiles iraniens que pendant 2 semaines. Pas plus, au moins de 2 semaines, parce qu'on dit 10 à 12 jours. Time, either the United States needs to give the Israelis more rockets or get more directly involved ourselves. Et donc, la solution des Américains, c'était soit fournir encore plus d'armes à Israël, soit d'aller eux-mêmes directement en guerre. Et vous comprendrez pourquoi vers la fin de la vidéo, c'était compliqué les deux. En tout cas, c'était compliqué de maintenir les opérations israéliennes. Soon, the Israelis will need to be more selective which inbound missiles to engage. The Wall Street Journal followed up the next day. Arrows are part of Israel's missile defense system, and Israel is running low on those. So there is strong doubt that Israel's capability to stop inbound long-range missiles will last much longer.
The United States is sending more missile defense systems over, but planners say American inventories are also being run down. Voilà. Neither the U.S. Le lendemain, Wall Street Journal reprend les mêmes informations, mais rajoute que les Américains continuent de fournir Israël et que leur stock aussi à eux commence à devenir inquiétant. nor the Israelis can just intercept missiles all day, playing catch. Over just a few days, Iran launched 370 ballistic missiles and 30 got through. Lots of reasons why a single missile may get through air defense systems. Radar systems can make mistakes, or the interceptor missile can malfunction. Et donc, on a un ratio de moins de 10% de réussite pour les Iraniens dans les 370 missiles balistiques qu'ils auraient tirés. Et juste retenez ça en tête. Parce que si c'est ça le ratio, ça veut dire que vraiment Israël est à bout, ou alors la stratégie que Michel Collomb a dit au début a fonctionné. Parce que après que les États-Unis aient tiré avec les B2, la salve que les Iraniens ont tirée, comparé au nombre d'impacts qu'on recense en Israël, et encore, on ne sait pas si on nous dit tout, c'est que les ratios de réussite ont explosé à la hausse. Or human error. A lot of things need to go exactly right to hit inbound munitions traveling faster than the speed of sound. But Iran's tactics are different from anything the Israelis have seen in the past. A single missile launched can be engaged, but Iran is launching dozens of them at the same time. And here we have a math problem. When aero missiles engage these inbound ballistics, they launch at least 2 at a time. Typically 2 are used per salvo. That approach means that they need to have a lot of them. They need a sufficient stock of interceptor missiles, and goes without saying, the ability to replace them as they're used. Et donc le problème, c'est que pour intercepter les missiles iraniens, il faut utiliser plus de missiles côté israélien, et mathématiquement, le problème se pose que voilà, à ce rythme-là, comment en utiliser et surtout comment le remplacer. Et c'est petit à petit, nous sommes en train d'avancer sur pourquoi Donald Trump est peut-être intervenu, ou en tout cas les États-Unis sont intervenus. Continuons. So to engage dozens of missiles simultaneously that are inbound, air defense units need twice that many. And remember what the Washington Post said, which is that the Israelis soon will need to become choosy about which targets to engage. But the analysis here in Al Jazeera is wondering something else. The missiles that are getting through suggest that Iran may now be using hypersonic missiles, which can't be intercepted by anybody or anything. Hypersonics can also trick air defense systems, because for some of the missiles that have gotten through, it suggests deep problems on the ground in Israel. A rocket hit the Kiryat, which is Israel's military headquarters in Tel Aviv. Another inbound hit a military intelligence center used by the Mossad. Et donc, apparemment, les missiles hypersoniques utilisés pour des cibles hautement stratégiques en Israël, de toute manière, touchent leur cible parce que de toute manière, ils sont pas interceptibles par les Iraniens, par les Israéliens. Et donc là, ça cause encore plus de problèmes, puisque si pour réussir à intercepter, on a au moins besoin de 2, et bien quand les 2 ratent la cible, ça veut dire qu'on a encore besoin de plus de missiles intercepteurs. Et ces plus de missiles intercepteurs, quand eux tous ratent, c'est tiré dans le vide. Et en plus, quand ça atterrit, ça cause des gros problèmes, parce qu'on vous dit que voilà, il y a 2 QG importants qui ont été détruits ou alors qui ont été touchés en Israël. Il y a le Kiryat, je sais pas c'était quoi, peut-être un truc d'agent secret, et il y a le centre d'intelligence du Mossad aussi qui a été touché. And another hit the stock exchange building. Sans What they're asking here is that if the IDF forces are able to pick and choose which inbound rockets to engage, one should think that their own military and intelligence headquarters buildings and their stock exchange would be high priority. Et donc voilà le problème
qui dévoile peut-être que la propagande qu'on nous fait croire sur la force israélienne ou je sais pas quoi, c'était des mensonges, puisque on dit, si ils n'ont pas assez de missiles pour intercepter, la priorité c'est d'intercepter les cibles, les missiles qui visent des cibles stratégiques. Or, le Mossad, le Kiria, la bourse sont des cibles hautement stratégiques. Et donc, si ces cibles-là sont touchées, donc c'est quoi les cibles qui sont encore plus stratégiques que ça qu'ils protègent? Donc, soit ils n'ont pas assez de missiles, soit leur système ne marche pas bien, soit les missiles que tirent les Iraniens sont de toute manière non interceptibles. Et donc là, on peut craindre le pire pour le futur d'Israël. Si, en plus de ça, ils sont en manque de missiles intercepteurs, ou alors ils vont être en manque de missiles intercepteurs, et que les Iraniens commencent à utiliser des missiles qu'ils ne peuvent pas arrêter, à quoi bon? But they were hit anyway. Things are breaking down at the operations level then for Israeli missile defense units. Either the Israeli air defense forces are out of missiles and cannot stop Iranian inbound ballistics from hitting even their highest profile targets, or the missiles employed in these cases are hypersonics and they can't be stopped at all. But in either event, the Israelis and our own militaries are drawing down arsenals of interceptor rockets, and we need materials from China to build more of them. Voilà, c'est là on arrive. C'est là on arrive à peut-être pourquoi Donald Trump est intervenu. C'est là on arrive. C'est là la géopolitique rentre en jeu. Boeing is a lead contractor for these Aero systems. Here is the press release announcing the Boeing agreement with Israel Aircraft Industries to build components for the Aero missiles in the United. I know Boeing has a lot of problems right now. Il est méchant, lui. Il va attaquer Boeing et vont dire que Boeing ne sait pas écrire. Bon, après, moi, je peux pas me moquer parce que moi, j'ai mes problèmes de dyslexie. Donc, vous voyez ici tous les jours qu'il y a des mots qui manquent ou alors il y a des mots qui sont mal mis quand je tape. Mais ici, il rappelle que voilà, hein, même si Boeing a des problèmes et tout ça, mais au moins, ils peuvent écrire United States de la bonne manière. Et apparemment, donc, Boeing avait le contrat pour aider à construire les missiles du système Arrow qui protège Israël. Mais ici, il y a un problème qui se pose. But can you please spell the name of our country right in the headline of your own press release? Israel needs Boeing to build more arrows, and Boeing needs Chinese rare earth metals to build those arrows. And China has very strict... Voilà. Israël a besoin que Boeing construise plus de missiles ou plus de choses par rapport au système Arrow, mais je pense que c'est les missiles. Boeing, lui, a besoin pour construire ses missiles Arrow que la Chine lui donne de quoi faire ses missiles. Et souvenez-vous, je vous avais dit déjà, c'est le même problème qui est en train de s'opposer en Ukraine et qui maintenant s'oppose en Israël. Et c'est là que vous voyez que l'influence ou le pouvoir ou la dominance du monde est en train de changer. Les Occidentaux, pour construire leurs armes, ont besoin de produits qui sont en majorité détenus par les pays du Sud. Et surtout par la Chine. Mais la Chine qui elle-même a déjà des embrouilles avec Taïwan, voit que ses ennemis qui pourraient lui empêcher de mettre la pression à Taïwan sont en cours ou sont à court de missiles, et ben, comme les sanctions, mais les sanctions à l'envers, ici les sanctions de la Chine ça marche. La Chine serre les boulons pour distribuer les terres rares pour fabriquer les missiles. Et donc l'Occident a de plus en plus de mal à faire soi-disant ces armes machin et tout ça là qui sont même pas de meilleure qualité ou de meilleure technologie que ce que les gens du Sud ont déjà. Puisqu'on vous dit, le missile balistique iranien pour être fabriqué, c'est 200 000. Tandis que eux, non seulement ils ont besoin de terres rares, mais en plus de ça, ça coûte beaucoup plus cher de construire leurs armes. Et, gros problème, c'est que, quoi qu'il arrive, on sait que et les États-Unis, et l'Ukraine,
et Israël seront à court de ces munitions parce que ceux qui détiennent en majorité les terres rares nécessaires à la fabrication de ces missiles sont les Chinois. Et c'est pour cela, Trump, le deal qu'il est en train de faire au Congo, il n'est pas prêt de le laisser passer. Export bans on any of their rare earth metals that are heading to the United States, and most especially to military contractors in the United States. Et donc, la Chine limite la vente de terres rares spécialement aux gens qui ont des contrats militaires avec les Américains ou alors aux contracteurs américains, quelque chose comme ça. Not just the US, but the whole world. Missiles and spacecraft are some of the many advanced manufacturing industries impacted by the Chinese export bans. China's Commerce Ministry has barred Chinese companies from dealing at all with American companies, and especially companies like Boeing. Boeing is one of the many firms. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Les officiels chinois ont demandé ou ont imposé aux entreprises chinoises de vendre du matériel du domaine de l'aérospatial et de l'armement spécialement aux entreprises américaines et surtout aux entreprises qui ont des contrats militaires. Whose only source for materials in avionics is China. They either get it from China or they don't get it at all. Et les matériels pour l'aérospatial et les manufactures d'armes ou avioniques, tu ne peux les recevoir. Là où tu peux les recevoir facilement, eh bien, ce n'est qu'en Chine où ça sera nulle part. Chinese port officials here in some places will allow some exports if the shipment contains only trace amounts of the rare earths, and only then if they're not outbound to the United States. But in most places, not even that's allowed. Exporters need to prove that there are no heavy rare earths before they can even get on a boat. This is Shanghai. Donc, je ne maîtrise pas tout à fait l'anglais comme vous, ou s'il y a des anglophones ici, mais vous avez compris l'idée. Ce qui est sûr, c'est que l'Israël savait peut-être que c'est en cours de munitions, a quand même lancé pour les raisons que je vous ai citées, mais ce qui est sûr, c'est que la réalité a rattrapé la fiction. Ou alors, la réalité s'est imposée à Israël. Comme elle est en train de s'imposer en Ukraine. Vous voyez que l'Ukraine maintenant, en défense aérienne, c'est la gruyère. Hein? Et les Russes, ils n'arrêtent pas maintenant de taper l'Ukraine partout où ils veulent. Et on voit que si les Iraniens, ils le veulent, avec les bons missiles, ils peuvent taper n'importe où en Israël. Et donc, il faut que cette confrontation Israël-Iran s'arrête. Mais si ça s'arrête sur la défaite de Israël, tout ce que Israël a fait sur 18 mois va sonner comme une défaite. Parce que ça voudrait dire que l'Iran est plus fort qu'Israël, donc ça va redonner du grain à moudre au Hezbollah au Liban, ça va redonner en fait, l'Iran va devenir encore plus fort dans la zone. Et voilà pourquoi on voulait peut-être absolument, ou on veut absolument faire capituler l'Iran. Parce que Israël est à bout maintenant. C'est là vous le voyez. Regardez. Et ça c'est pas ce que je leur souhaitais, mais je pense que il faut qu'on voit des images comme ça. Il faut que eux-mêmes voient des images comme ça pour que ça leur serve de leçon. Et quand je dis eux, c'est les sionistes, c'est la communauté juive. Je pense que il est nécessaire qu'ils voient des images comme ça pour que eux-mêmes ils prennent conscience que voilà, trop c'est trop, ils en ont trop fait et ils se croyaient à l'abri, ils se croyaient pour les dieux du monde, mais ils le sont pas. Voilà les images qu'ils doivent voir. Et il a écrit ici, la terre d'Israël est au peuple juif depuis 3000 ans. C'est notre terre promise et pourtant des milliers d'Israéliens fuient vers Chypre
pour prendre l'avion. Ce ne sont pas toujours ceux qui crient le plus fort leur attachement à une terre qui reste pour la défendre. Et vous vous souvenez, voilà le paradoxe. Entre eux qui disent que c'est leur terre et qui maintenant que ils voient que les chimères que leur a promis Netanyahou ne marchent plus et qu'ils sont plus à l'abri, c'est les premiers à prendre l'avion pour s'en aller. Par contre, les Gazaouis qui n'ont plus de route, qui n'ont plus d'hôpital, qui n'ont plus rien, qui sont affamés, quand on leur laisse le choix, la première chose qu'ils font, c'est de repartir là où il n'y a rien. Ce qui prouve bien que c'est pas chez eux. Et si même on se réfère à la Bible, je crois que c'était le roi Salomon, celui qui avait pris le bébé, qui voulait découper le bébé. Et la bonne mère était prête à laisser le bébé plutôt que la mauvaise mère qui était prête à on découpe le bébé pour qu'elle prenne la moitié parce que c'était pas son bébé. Les Palestiniens, eux, ils sont prêts que Gaza soit rasé ou pas, c'est chez eux, ils sont prêts à rester. Eux, tant que c'était beau, c'était bien, c'était protégé, il y avait les lumières et tout, c'était chez eux. Mais tant que ça devient dans le même état que Gaza, c'est plus chez eux. Ils s'en vont. Et c'est bien qu'ils voient des images comme ça pour qu'ils réalisent non seulement la farce qu'ils sont, les menteurs qu'ils sont, de nous gonfler avec leurs mensonges. Regardez-les. Regardez-les. Et il y en a un deuxième là, c'est elle. Elle m'a tué. Écoutez la française, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez, c'est là que tu vois vraiment que ces gens-là, c'est de la mytho, c'est juste incroyable. Les gens qui n'ont pas le choix ou les gens qui sont nés dans leur terre, quoi qu'il arrive, ils veulent rester sur leur terre. Mais les autres là, les farceurs là, les voleurs, c'est toujours eux que tu vois partir. Écoutez, là maintenant, ils se souviennent qu'elle est française, ou je ne sais pas d'où elle est. Écoutez. Donc là, effectivement, absolument. Enfin, en tout cas, j'espère, puisque aujourd'hui, j'ai eu une information qui me disait qu'il y avait un vol de la compagnie jordanienne qui avait été rajouté lundi à 16h pour rentrer directement à Paris. Donc, je me suis jetée sur le site internet et j'ai réussi à avoir 2 billets pour mon mari et moi-même. Voilà, je parle pas de tarif, mais c'est assez cher quand même. Et depuis, nous sommes en train de nous débrouiller seuls pour essayer de trouver le moyen d'accéder à Amman. Eh ben, ils ont du cul, hein. Nous sommes en train de nous débrouiller seuls parce qu'il faudra en plus qu'on vous donne de l'aide. Et donc là, effectivement, entre les sites WhatsApp et les groupes WhatsApp des Français bloqués à l'étranger, etc., on arrive à avoir pas mal d'informations, mais ça n'est que du réseautage, on n'est absolument pas pris en charge. Et donc là, nous partons par nous-mêmes, avec un taxi, d'autres personnes qui se regroupent. Et je dois dire qu'en tant que juive, quitter Israël comme ça, avec un passeur, c'est quelque chose qui me coûte énormément. Française rentrer à la maison, ça te dérange pas, mais en tant que juif française qui vit en France et qui était partie là-bas pour s'asseoir tranquille, là par contre ça te dérange. Voilà. Et ça c'est bien, des images comme ça. C'est très bien des images comme ça qui montrent la farce qu'étaient ces gens-là. Parce que les autres, on leur donne de l'argent, on leur propose une vie ailleurs, ils refusent de partir. Ils préfèrent rester chez eux. Vous n'êtes même pas encore arrivé à ce point-là que vous payez déjà des billets au prix fort. Vous prenez des passeurs pour quitter là-bas. Et donc, on en revient, franchement, il y en a partout, il y a que, regardez-moi ça, ici encore eux en train de partir. Et ils partent avec le sourire, hein. Regardez-le. Ici, il y a marqué quoi déjà? Ici, il y a marqué quoi? Voilà. Des dizaines de colons israéliens partent pour la Pologne dans le cadre d'une opération d'évacuation. Les propriétaires fonciers restent sur place. Eh ben oui.
Eh bien oui, vous vous rendez compte maintenant, tous ces gens-là qui sont venus là, qui vivaient là, qui ont voté les Netanyahou pour qu'ils aillent faire du mal aux gens, eh bien quand ça tourne mal, eh bien ils retournent ailleurs. Des farceurs. Regardez-les. C'est bien qu'on montre des images comme ça, c'est bien que ces images-là restent pour montrer bien à la fin, parce qu'il y aura une fin à tout ça, qu'on montre bien que ces gens-là ne sont pas innocents à ce qui a été fait aux autres. Ils sont venus là, ils ont voté pour l'extrême des extrêmes, qui sont partis décimer, semer la désolation chez les gens, et quand ils ont à peine goûté 1/10 de ce que les autres vivent, ils ont pris l'avion, ils sont partis. Et si on ne garde pas des images, et c'est pour cela que les réseaux sociaux sont une bénédiction pour le monde, et ben un jour ils diront que ça ne s'est pas fait. Et donc maintenant, on va rentrer dans le dur du sujet. Nous allons rentrer à Trump. Peace out.